L'ours et la fée, par P. G. Carmona. Chapitre 1. Un départ. Il pleut sur Paris. Les clapotis de l'eau, tombant sur son immeuble, mêlés à la ruisselante destinée qui s'écoule dehors, accompagnent ce matin le café de Jean, immobile devant sa fenêtre, regardant les ombres s'agiter dans la rue. Calme et serein pour cette journée, humide manifestement, mais pas comme les autres, c'est certain. Il repose son café, rassemble toutes ses affaires, prend son parapluie et enfile sa veste. Aujourd'hui, dans son agenda, un entretien sur son avenir professionnel. Descendant les escaliers, il croise son concierge. « Monsieur Cassagnol, alors, comment allez-vous ?»« Oh, monsieur Lessac !» dit le petit monsieur dégarni, avec son accent chantant du sud-ouest. « Ah, ça va bien, merci. Ah, je voulais vous remercier pour mon fils. Votre contact pour le job, là. Ah oui, la distribution de journaux. Alors, c'est bon ? Oui, parfait. Pour tout juillet-août à la gare de Lyon. Journaux, publicité, il ne sait pas encore. Mais en tout cas, ça lui retire une bonne épine du pied. Il va même pouvoir faire le soir ou les week-ends. En attendant, s'il veut. Ça lui fera un peu d'argent. Et votre deuxième ? Bientôt fini la troisième, c'est ça ? Attention au brevet, dit-il en souriant. L'an prochain, c'est le lycée. Pas d'inquiétude, j'ai l'œil dessus. Bonne journée. Après 1 heure d'intense parcours du combattant, entrecoupé de jeux de l'orientation, dans les méandres du métro parisien qui n'a d'égal que celui du RER, il arrive en bas de l'établissement. Ici et là, des visages, connus de quelques jours, voire de plusieurs années. C'est dire la petitesse de ce milieu. Des gestes de main par ici, des signes de tête par là. Jean entre dans le bâtiment. La discussion demeure en bonne entente. Jean écoute, reçu depuis quelques minutes, maintenant par Gérard, le rédacteur en chef du journal. Ce dernier possède une parfaite connaissance du travail de Jean depuis le temps, et il l'apprécie beaucoup. Alors voilà, on va avoir besoin de renforts pour la campagne américaine en novembre. Là, on est début mai, Obama va être très certainement réélu. Bon, on a un peu de marge, mais on voudrait tout de même avoir de la matière. Couvrir plusieurs angles. Niveau population, niveau ville. Tu vois ? Pour l'instant, on se cible sur la côte Est. Donc t'inquiète, tu seras assez sédentaire. On a la web TV du journal qui cartonne, des podcasts, l'appli, tout ça commence à prendre, donc on a besoin de matos. New York, bien sûr, mais on a aussi un bureau à Washington, à Dallas, côté ouest aussi, on est bon. Tout cela est fort intéressant. Puis il ajoute, seulement tu partirais pour au moins 2 ans. Il nous faut une personne de chez nous à part entière qui s'occupe vraiment de la portée de ce dernier mandat sur la population américaine. Tu couvres les 2 premières années, davantage si tu le souhaites. On verra, si t'as envie d'être dispo pour les autres villes de temps en temps, on en discute. Mais c'est 2 ans assurés pour l'instant, dit-il, stressé dans l'attente des impressions de Jean, qui, en l'instant, restera songeur. Une telle promotion est une véritable chance pour Jean. Saisir l'occasion de ralentir pendant au moins 700 jours de ses incessants voyages de pays en pays, à écrire article sur article, à couvrir événement sur événement, d'année en année, de sujet en sujet. Gérard, le rédacteur en chef, continue son exposé du poste, à justifier en quoi Jean serait un bon choix. Cela étant, il faut réfléchir à ce changement de vie, car si le fond sonne juste, n'est-ce pas trop radical comme forme ? Voilà à peine 6 mois qu'il vient d'emménager. Les cartons seraient-ils déjà à refaire ? Il donnera sa réponse au plus vite. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, je suis à ta dispo. N'hésite pas, conclut Gérard. La pluie ne tombe plus sur Paris. Malgré son entretien, ainsi que toutes les pensées que cela lui inspire depuis, Jean continue sa journée de travail. Peser le pour et le contre demeure aussi un combat, mais il essaie de garder le cap sur son sujet. Pour l'instant, et pour son plus grand bonheur, il traite de l'actualité nationale.
La France a élu son 7e président de la 5e République hier. Investi dans une quinzaine de jours, et les élections législatives se tiendront dans un mois. Les tractations, petites phrases et autres coups de poignard commenceront en temps voulu. De quoi s'occuper en ce moment, le calme avant la tempête. À défaut d'être intéressant, l'esprit de Jean oscille à gauche et à droite de la politique française. Sa décision n'est pas prise, loin de là. C'est encore un peu tôt. La nécessité de s'assurer d'un détail auparavant, lequel pourrait bien faire pencher la balance, s'invite dans ses pensées. Et cela sera pour demain. Une bonne soirée de repos bien méritée en attendant. Il se prépare à manger dans sa cuisine, puis regagne le salon, où une classique, mais non moins efficace, soirée télé l'attend. Mais Jean n'est pas concentré. Il ne cesse de balayer de long en large et en travers cet appartement, en se disant qu'il faudra peut-être le quitter, tout revendre, donner, ou même laisser sur la voie publique, réduisant ainsi le travail combiné et passionné de la nature et d'un modeste menuisier à une stèle de bois, ayant pour épitaphe un numéro stérile à destination des messieurs du ramassage des encombrants. Il ouvre une armoire. Un joli bazar à trier l'attend. S'il accepte de partir, des choix s'imposent. Tout ne pourra pas être emmené, ni gardé en France. Sans compter la cave. Ah oui, la cave. Non, Jean ne peut décidément pas se rasseoir et regarder le film dont il vient de louper les 15 premières minutes. Allons en perdre 15 autres en descendant tout de suite à la cave. De toute façon, on a déjà vu ce film en DVD. Jean ouvre la porte. Ce n'est pas si affreux que cela. Comme dans toute cave, des vieilleries, des antiquités même, mais surtout beaucoup de poussière déjà, en à peine 6 mois. Jean se fraye un chemin parmi les reliques de son palais de la mémoire, grand de 6 mètres carrés, mais avec des étagères. Il redécouvre avec émotion ses livres, dans une caisse en plastique, non lus depuis des années. Ou encore, ce vieux fer à repasser, son premier, qui ne fonctionne plus depuis des mois, mais c'est son premier. Ou encore un carton de jouets et de peluches, dont on ne fera aucun commentaire. Jean n'était pas venu ici depuis son emménagement. Passé, oui. Chercher un service à raclette, oui. Mais venu, non. Il ouvre un carton. Des affaires de collège avec celles de primaire, apparemment. C'est à la fois émouvant, perturbant et éprouvant, surtout à la lumière d'une lampe de poche. Jean aperçut l'ampleur du chantier. Il est temps de remonter. Mais amenons aussi ce carton. Il a l'air intéressant. Le genre de carton qui, d'appartement en appartement, n'est jamais ouvert, transporté tel quel jusqu'à ne plus vraiment savoir son contenu. Dans son salon, Jean démarre l'autopsie de son carton. Il s'amuse d'y retrouver un vieux t-shirt des Guns N' Roses, vite remplacé par la découverte d'un autre de Metallica, ou d'une photo de lui et de ses potes de collège, avec les superbes coupes de cheveux qui faisaient d'eux des demi-dieux en Reebok Pump. Ce carton renferme de véritables petites pépites. Il contient ses premiers cahiers sur la magie, passion qui l'accompagne depuis son plus jeune âge. Des notes, ici et là au fil des pages, aussi maladroites qu'illisibles, typiques d'une écriture d'enfant. Des coupures de presse, des schémas, ses premières cartes truquées, un jeu de dés pipés. Tout cela le fait rire. Sa magie actuelle demeure bien différente, mais là sont ses origines. Et puis soudain, son visage se referme. La rencontre d'un objet dans ce carton qui appelle d'autres souvenirs, d'autres sensations, d'autres sentiments. Jean vient de retrouver une boîte en bois. La boîte. Il ne la sort pas encore. Il la contemple encore du haut du carton. Jean la connaît par cœur, dans les moindres détails de ses dimensions, de son style, de ses décorations. Comment l'ouvrir, il s'en souvient parfaitement. Ce qu'elle contient aussi. Et d'un geste respectueusement lent, il glisse sa main sous la boîte et la soulève hors du carton, tel un trophée en bois, large d'une quinzaine de centimètres et haut d'une dizaine. Car ce qu'il connaît par-dessus tout,
C'est son histoire. Un souvenir oublié, peut-être même refoulé. Des images, des sons, des odeurs viennent à tour de rôle, parfois de concert, tels des esprits calculateurs, pincer son âme afin qu'elle se réveille. Car ce souvenir n'est pas unique à Jean. Il le partage avec une autre âme. Et cela ne peut être ni vendu, ni donné. Quant à savoir si ce souvenir doit mourir, j'en ai pas en mesure d'y répondre pour l'instant. Mais d'ailleurs, qui le peut ? Une bonne nuit de sommeil lui donnera peut-être conseil, juste après un bon DVD. Le lendemain, Jean est assis au calme dans ce parc à côté de chez lui, clairsemé de monde, pour prendre un petit déjeuner qui fera même office de repas tout court. Sa montre affiche 13 heures. Le besoin d'air avant de se rendre au journal, car, fort heureusement, il ne travaille que cet après-midi. Soufflé, sur son banc fétiche, à côté d'un kiosque où des musiciens jouent des standards de la chanson française. Jean a mal dormi. Le canapé du salon reste bien inconfortable pour cela, surtout en cas d'insomnie jusqu'à 6 heures du matin, enchanté par cette boîte posée sur la petite table à 1 mètre de lui. Elle a ravivé beaucoup de souvenirs, mais l'heure tourne. Jean se rend à son journal où, malgré ce jour férié du 8 mai, l'actualité n'attend pas. Jean réussit tant bien que mal à boucler sa journée de travail. Comme promis, le fameux détail pour se décider, partir ou non aux États-Unis, a été géré. Il a revu son rédacteur en chef pour cela, toujours disponible pour lui. C'était informatif à souhait, il y voit à présent plus clair, cela étant, l'indécision persiste toujours. C'est la fête dans le bar. Jean et ses collègues sont présents, buvant à leur santé mutuelle, à l'occasion d'un afterwork totalement standard, sans aucun honneur particulier autre que celui de travailler un jour férié, mais tellement plaisant. Ce soir, la présence même des confrères d'autres papiers, parce qu'au fond, tout le monde se connaît, tout le monde se rend aux mêmes endroits. La concurrence, c'est pour les costumes-cravates. Jean est bon client de ce genre de soirée. Non pas qu'il soit un pilier de bar sans foi ni loi, mais c'est un incroyable animateur, avec ses petits tours de magie. Son mode opératoire est simple. Il se place face à sa victime, assise la plupart du temps à table avec ses témoins, tout autant victimes, tellement l'incompréhension sera de mise, pour proposer un tour de magie de proximité. La découverte du carton dans la cave, renfermant tous ses trésors d'enfance, relatifs à sa passion, a ravivé en lui des jolis souvenirs de tours de cartes. Mais il se débrouille aussi à la perfection, avec des pièces, des chiffres, ou par la lecture à froid d'une personne lambda. Jean adore cela. Sa dextérité impressionne. Tout le monde sait qu'il y a un truc, qu'il les manipule. Mais tout le monde joue le jeu, et le traite de sorcier, de magicien, de mentaliste, de suppôt du diable pour les plus originaux, et autres noms d'oiseaux volant dans le ciel de la planète science-fiction. Et sous ces airs bourrus de grands gaillards à barbe de 6 jours, il redécouvre un plaisir de gosse. Ce monde manque de magie, de rêverie, de fantaisie, de poésie de l'instant. Il le constate tous les jours dans son métier, qu'il aime d'ailleurs. Parcourir le monde, l'information, le vrai, les faits. Là n'est pas la question. Mais au fond de lui, voir tous ces gens sourire au moindre tour réussi, à la moindre manipulation de cartes, à la moindre séance de pseudo-clairvoyance médium, lui montre qu'ils ont besoin de folie, d'art, de fantastique dans leur vie. Ou reste-t-il aveugle quand cela se manifeste ? C'est possible aussi. Ce soir, ayant vu son rédacteur en chef dans la journée, Jean se sent bien, comme libéré d'un poids. La décision n'est pas prise, mais force est de constater qu'un paramètre vient de changer la donne. Il peut se concentrer sur les autres perturbations de son esprit. Mais comme on le dit, chaque chose en son temps. Et il est temps de s'aérer. Il fait bon ce soir. Accompagné de Benoît, un collègue du journal, ils discutent devant le bar de l'actualité, de l'Euro 2012 qui arrive,
du travail. Car au final, le travail n'est jamais loin dans ce genre de soirée. Et Benoît s'interrompt dans son analyse de la défense de Laurent Blanc, qui, selon lui, ne vaut rien, pour interroger Jean. « Eh, mais au fait, je t'ai vu avec le rédac chef. Alors ? Oui, on s'est vu. Bof, je sais pas trop. C'est pas mal ce qu'il propose, mais je me suis pas encore décidé. » Jean redoutait cette question. Et dans ce genre de situation, trop en dire s'avère compromettant, vite déformé ou mal compris. Surtout dans le monde des médias. Curieux paradoxe. Préférant noyer le poisson avec le bien connu Benoît, il relance par un missile, prétendant que Laurent Blanc est un nul, que l'équipe de France était bien mieux sous Raymond Domenech. S'étant assuré que le feu de sa provocation humoristique avait bien pris autour de ce sujet, qui le dépasse autant qu'il s'en fiche, il décide alors de rentrer et de se mêler aux autres. À cet instant, Lucie sort fumer une cigarette et l'interpelle. « Oh, au fait, Jeannot, j'ai ton parapluie. »« Mon quoi ? Mon parapluie ? » ?»« Oui, ton parapluie. Tu l'as oublié avec Gégé, le rédac chef. Il voulait t'appeler, mais vu qu'on allait se voir, j'ai dit que je te le filerais. En fait, non, c'est Gégé qui a vu Titi par hasard, qui a vu Pépette juste après, et qui est venue me voir parce qu'elle devait venir, mais elle a pas pu. Ajoute-t-elle avec une gestuelle psychédélique. Je zappais à venir plus tôt. Désolée. Non, t'inquiète, répond Jean pour la rassurer. Seulement, après réflexion, même si Lucie ne paraît pas avoir la lumière à tous les étages à cet instant, une question vient à Jean. Mais pourquoi ne pas juste m'envoyer un SMS ? Ça prend 2 secondes. Bah, parce que t'étais à cet endroit ce soir, comme moi, explique-t-elle comme si elle parlait à un enfant de 3 ans. Je savais où et quand te trouver. C'est pas une question de vie ou de mort, non ? Mais s'il avait plu, il a pas plu. Donc, voilà quoi. Oh, léger détail. J'ai plus ton numéro. Alors, soit je perds du temps à essayer de le retrouver et te contacter, en supposant que tu es le mien, et en supposant que tu seras joignable, genre sur les territoires français, pour éviter la surtaxe ou la messagerie, car on sait jamais, hein. T'as pu te barrer, en urgence ça te perpète les oies, je sais pas sur quoi tu bosses, tu sais. Soit j'attends ce soir, et je te le donne, parce que je suis sûre que tu viendras, ou je le donne à quelqu'un d'autre, qui est plus proche de toi dans ton cercle, qui lui te préviendra, ou pas. Oh, blabla, blabla, simplicité, efficacité, prise de tête, enfin, tu vois. Jean sourit et ne trouve rien à redire à ce raisonnement parfait aux doux embruns de Morito. Lucie a l'apparence trompeuse. Sous ses airs de trentenaire déjanté, on l'apprécie pour ce genre d'intervention, non pas imparable, mais totalement valable et typique d'elle seule. Suivant les indications tout en gestuelles plus ou moins claires de Lucie, qui n'ont miraculeusement pas donné le tournis à Jean, il récupère son parapluie. De toute façon, il se fait tard. Même les meilleurs magiciens journalistes papier au monde doivent dormir. Au moins, en cas de nouvelle insomnie, il pourra toujours tenter de refaire dans sa tête le trajet de ce merveilleux parapluie. C'est sous une joyeuse chorale de quolibets, mêlée de sifflets, de huées et de cris, tous plus mal joués les uns que les autres, fort heureusement conclus par des rires de second degré, que Jean quitte le bar. Il rentre chez lui, tel une rockstar d'une tournée. Jean affectionne ce genre de soirée où le quotidien s'échappe hors de ce temps et s'en va, lui aussi, boire un verre. Il pose le parapluie à l'entrée et regagne son salon pour un intense tête-à-tête avec la télévision. À moins que la boîte perturbe tout. Oui, la boîte est toujours là où il l'a posée, sur la petite table. Il ne l'a toujours pas ouverte, et même s'il la tient une nouvelle fois entre ses mains, elle restera close. La proposition américaine, surtout son indécision, demeure ancrée dans son esprit. Il a bien réglé son détail aujourd'hui, mais il manque d'éléments. A-t-il réellement envie de partir, pour 2 ans ou plus, habiter là-bas ? Oui, on parle de 2 années, mais la question d'une plus grande période se pose aussi. Et en même temps, qu'est-ce qu'il retient ici ? Et cette boîte, tenue dans sa main, l'hypnotise pendant un long moment et renforce ses doutes. Les 100 pas qu'il effectue dans cet appartement, où il vit seul, le guident sur le chemin de ses souvenirs, tous plus émouvants les uns que les autres.
Il hante maintenant son salon, véritable musée contemporain d'une vie qui aurait pu être une autre. Son cœur bat au rythme de chaque pas. Sa tête tente de rationaliser. Tant de souvenirs dans un si petit objet. Tout cela est incroyable. Soudain, un bruit arrête net sa réflexion. Cela vient de l'entrée. Le parapluie s'est repositionné dans son bac, où il l'avait maladroitement posé, semble-t-il. Et à cet instant, le visage de Jean s'illumine. Il se redresse sur son canapé, où il avait fini par s'affaler. Et souriant à la boîte tenue dans ses mains, mais toujours fermée, il se dit « Quelle histoire !» 9 mai. Paris, gare de Lyon. Jean, assis sur un des bancs à l'intérieur, contemple le tableau d'affichage. 8h45. L'écran affiche. TGV, numéro 6607, Lyon-Perrache, voie D. Jean, muni d'un sac à dos, s'avance vers la voie D. Au milieu de celle-ci, il se place devant le panneau de composition du train. Derrière lui, des personnes cherchant leur voiture. Une mère et son fils, un couple de retraités, des scouts, des Anglais, toute une foule de gens se répartissant eux-mêmes une modeste portion de ce train qui sera leur propriété pendant 2 heures. Il se compose d'ailleurs d'un seul TGV de 8 voitures. Ce n'est pas toujours le cas. Un tel voyage nécessite parfois 2 trains attachés l'un à l'autre. Jean sort alors un jeu de cartes à jouer, puis en isole 8, de l'as au 8. Sans tenir compte de la couleur. Il les mélange de ses habiles mains, suivant des techniques connues des magiciens. À côté de lui, un couple et un enfant d'environ 5 ans. Ses grands yeux bleus, aussi impressionnés qu'espiègles, fixent les mains de Jean. Les parents, eux, déchiffrent le panneau de composition des trains, cherchant leur voiture, ou plutôt la lettre repère qui l'accompagne sur la voie. Chacun sa priorité. Jean baisse la tête. L'enfant sourit. Psst, chuchote Jean à l'enfant. Tu veux m'aider? Choisis une carte. Jean déploie en éventail les 8 cartes sous les yeux de l'enfant, amusé qui en sort une et lui tend. C'est un 8. Un petit clin d'œil à cette main innocente, et Jean se dirige vers la dernière voiture, la numéro 8. 8h50. Il pénètre dans cette voiture dont le remplissage semble s'achever. En tout cas, sauf d'éventuels retardataires n'ayant pas attiré l'attention de Jean avant d'entrer, elle paraît au complet. Ses yeux balaient du beau monde, encore en pleine installation pour la plupart, mais tous sont à leur place. Il s'arrête sur un homme, d'à peu près son âge, tout au fond du train. La trentaine, en costume, le parfait golden boy, semble-t-il. Jean s'approche, puis s'assoit en face de lui. « Voudriez-vous me rendre un petit service ?» demande-t-il. « Ouais, dites-moi », répond le golden boy, semblant gêné par ce genre de requête. Jean ouvre son sac à dos et en sort la boîte en bois. « Voudriez-vous, s'il vous plaît, transmettre cette boîte à une fille du nom de Martin, qui habite à Neuville-sur-Saône. Avec moi, cette fille est la seule qui peut ouvrir cette boîte, et la seule qui en connaisse le contenu. Je veux la revoir absolument. Pouvez-vous lui donner ?»« Quoi ? Vous voulez que je fasse quoi ?» rétorque le trentenaire qui, manifestement, va participer à une bien étrange expérience. Quelques instants plus tard, une voix appelle les personnes accompagnant les voyageurs à descendre du train, ce que Jean prend pour une sonnerie de fin de discussion. Il prend son sac à dos, puis quitte le train. Les portes se referment, le train se met en marche. Jean, immobile sur son quai, contemple cette lente mise en action. Dans ce train, qu'il espère être à l'heure, des vies toutes plus différentes les unes des autres, des souvenirs tous plus personnels les uns des autres, des histoires toutes plus passionnantes les unes des autres, des rires, il souhaite qu'il y en ait. Des pleurs, il les prédit, bruyants, notamment venant du nouveau-né aperçu dans cette voiture numéro 8 et qui semble agité. Dans ce train, des adultes qui ne le sont pas toujours, des enfants
qui ne le restent pas longtemps. Des vieux qui, bien malgré eux, pensent à oublier et oublient de penser. Un bar avec des croque-monsieur pas toujours bons. Et au milieu de tout cela, un homme ayant une capacité émotionnelle frisant le zéro en charge de son colis, de sa boîte, de leur boîte. Tout est parfait. Jean sort son téléphone. « Allons, bonjour Gérard, c'est Jean. »« Ah Jean, dis-moi. » Bon, j'ai vu mon rédacteur en chef hier, il m'a détaillé la proposition qu'il me fait. Bon, c'est pas acceptable pour moi. Pourtant, je l'avais déjà vu le mois dernier pour commencer à tâter le terrain, mais nous ne sommes pas tombés d'accord. Alors, j'accepte la vôtre. On va bosser ensemble. Je pars pour les USA. C'est super ça! On est vraiment ravis de t'avoir avec nous. C'est énorme, tu le regretteras pas. D'ici novembre alors? Non. Je démissionne demain, donc comptez sur moi pour septembre. Ça me laisse 3 mois pour le préavis et prendre mes dispositions. C'est encore mieux? Putain, ils sont cons de te laisser partir. Mais tant mieux pour nous. Bon, on se rappelle pour les détails dans la semaine? Ah, au fait, t'as récupéré ton parapluie? Jean accompagne des yeux le train s'en allant. Sa boîte en bois à l'intérieur, à destination d'une mystérieuse fille du nom de Martin, habitante de Neuville-sur-Saône, aux dernières nouvelles. C'est-à-dire remontant à plus de 10 ans. Une ville au nord de Lyon. Son premier amour et peut-être son unique. Oui, je l'ai récupéré. Jean raccroche, immobile et souriant, voidé, où au loin un train, qu'il espère être à l'heure, vient de disparaître.